Otep à tous, bienvenue dans ce podcast L'éveil en héritage. C'est un podcast qui sera dédié à l'éducation des enfants et des parents afro de la diaspora européenne. Donc le but du podcast sera principalement de construire, mais sur des bonnes fondations, de construire nos enfants, de nous aider en fait à construire nos enfants sur des bonnes bases. Moi-même, je suis parent de 2 garçons. Ce podcast, en fait, de base, c'était pour m'éduquer. C'est parce que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'éducation. En effet, j'ai un fils qui est dans l'adolescence actuellement, avec qui les rapports commençaient à être compliqués. Raison pour laquelle je me suis dit peut-être en m'éduquant sur l'éducation, sur comment justement j'aimerais lui transmettre mes valeurs afin que ce soit un adulte plus tard qui me ressemble et qui n'ait pas passé par cette grosse crise identitaire liée au fait que je l'éduque ici en Europe alors qu'il est d'origine africaine. J'ai simplement eu envie de partager ces choses et cela va également me motiver en fait à continuer à apprendre au niveau de l'éducation pour pouvoir continuer en fait à partager dans ce podcast avec tout le monde, avec tous les parents en tout cas désireux d'aider en fait leurs enfants à avoir une éducation qui leur ressemble, une éducation qui est proche des valeurs qu'ils ont envie de leur transmettre. Ce premier épisode va s'appeler la double identité. Un des problème primaire qu'on avait en tant que parents africains à éduquer nos enfants, c'était le fait de les éduquer dans un environnement occidental, tout en vivant à la maison. En fait, on a un peu nos valeurs africaines. Comment trouver un équilibre entre ces deux contextes sociaux, c'est-à-dire le contexte social à la maison, avec l'éducation à l'africaine, avec les valeurs à l'africaine qu'on aimerait leur transmettre, et également le contexte, une fois qu'ils sortent en fait de la maison, ils sont directement baignés dans la culture occidentale, que ce soit avec leurs amis, que ce soit à travers la télé, que ce soit à travers l'éducation, le système scolaire, le système au travail. En fait, voilà, on est tous baignés dans les valeurs européennes. Donc, comment justement pouvoir nous aider à trouver un équilibre entre cette éducation occidentale dont on est en fait dans laquelle on est immergé et également les éducations à l'africaine dont on aimerait transmettre à nos enfants afin qu'ils puissent nous ressembler. Le but de cet épisode ici, c'est un peu de donner une piste de réflexion pour pouvoir justement trouver un équilibre entre ces deux systèmes de valeurs dans lesquels l'enfant est soumis. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, comment faire que les valeurs que les parents vont t'inculquer soient en équilibre avec les valeurs que tu auras à l'extérieur de la maison. Ce qui se passe souvent, c'est que le système éducatif ou les valeurs européennes, c'est les valeurs dominantes. C'est normal, on est en Europe. Et le problème, c'est quoi? C'est que une fois qu'on grandit, en tant qu'on devient des adultes, on a plus baigné, on se rend compte qu'on a plus baigné dans les valeurs à l'européenne que dans les valeurs à l'africaine. Ce qui va créer souvent des errances au niveau de nos identités. C'est-à-dire que à la maison, tu as certaines règles que tu te rends compte qu'à l'extérieur, les autres personnes ne suivent pas. C'est-à-dire, on va dire, déjà la manière de s'adresser aux aînés. En Afrique, on a vraiment une manière de s'adresser aux aînés qui est différente ici. Donc, on va souvent par exemple, mettre des préfixes de respect, comme en congolais, on va dire par exemple les yaya. Par exemple, moi au Cameroun, tout le monde c'est tata, tout le monde c'est tonton. Tu ne peux pas appeler un adulte directement par son prénom. Un adulte qui est plus grand que toi, qui est plus âgé que toi. Donc, tu vas, en général, en tant qu'enfant, tu auras tendance à dire tata, tonton. Au Togo, ça va être des fofos pour dire grand frère, etc. En gros, signe de respect. Tu vas devoir mettre un préfixe avant d'appeler la personne pour pouvoir lui signifier ton respect. Tandis qu'en Europe, ça, on ne te le demande pas. C'est parfois un peu confus pour l'enfant parce que à l'extérieur, avec par exemple quand il va aller chez ses amis européens, on ne va pas te dire, par exemple, moi, la maman de mes copines, si j'allais chez elle, j'avais du mal à dire oh Nathalie bonjour, oh Françoise. J'avais vraiment du mal parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je lui dise tata Françoise.
Tu vois? Et eux, ça les aurait semblé bizarre qu'elle se présente en tant que Nathalie à toi et toi, tu vas l'appeler Tata Nathalie. Et c'est des choses, par exemple, auxquelles tu es confronté quand tu vas aller fréquenter tes copines, tu vas aller dans leur domicile. Si son père te dit je m'appelle Robert, tu as du mal à lui dire Robert de haut de tes 10 ans, de tes 11 ans, de tes 12 ans. Tu as envie de dire tonton Robert. Alors que le tonton Robert, au niveau de l'éducation européenne, ça serait bizarre. Pourquoi tu m'appelles tonton Robert, je ne suis pas ton tonton? Ces divergences-là, ils ne sont pas pris dans l'éducation quand les parents africains vont vouloir t'éduquer. Donc ce qui va se faire, c'est qu'il y aura un conflit d'intérêts qui va se créer. Donc ce qui va faire qu'une fois que l'enfant va grandir, il aura du mal en fait à s'identifier à la culture qui sera la moins prioritaire. Parce que là, quand en Europe, dans le contexte européen, c'est la culture européenne qui va prédominer. Donc ce sont les règles que l'enfant aura plus facile à intégrer. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'enfant va rejeter par conséquent tout ce qui est africain. Ce qui va créer parfois des jeunes qui sont noirs, mais qui n'arrivent plus à s'identifier à la communauté africaine. De par le fait que soit les parents ne vont pas avoir justement ce que j'appelle l'éducation active, c'est-à-dire transmettre de manière active les valeurs à l'africaine ou les valeurs de leur pays d'origine à leurs enfants, tandis que à contrario, en face, la culture à l'Occident va être transmise de manière active, c'est-à-dire à travers l'école, on va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, le système d'enseignement scolaire, à travers même le travail, on le verra plus tard et tout, le travail va également te donner les valeurs en fait à l'européenne, parce que tu es en Europe, etc., même à travers tes interactions avec la caissière, etc., les règles de la société européenne sont faites de telle sorte que ça te transmet, ça t'éduque d'une manière en fait. Par exemple, si tu n'arrives pas à l'heure, quand le bureau est fermé, il est fermé. Tu es censé arriver à l'heure pour prendre le train. Si tu n'arrives pas à l'heure pour prendre le train, tant pis pour toi. Tandis qu'en Europe, en Afrique, le système des transports est différent. Ça veut dire que tu sors n'importe quelle heure, tu ailes un taxi ou enfin voilà, il n'y a pas un système d'horaire de bus à suivre. On n'a pas ça. Donc ce qui fait que quand tu arrives ici, souvent, la ponctualité va être quelque chose de difficile parce que la ponctualité n'est pas quelque chose qui dirige nos sociétés. Tandis que ici, la ponctualité, c'est par exemple quelque chose qui va vraiment diriger la société. Donc, la manière dont les règles vont être établies, ça va t'obliger à t'éduquer à suivre ces règles-là. Et donc, pour moi, c'est ce que j'appelle l'éducation active. Ça veut dire qu'il y a un plan derrière. Il y a un plan derrière. Tandis que nous, avec l'éducation à l'africaine, à la maison, les parents n'ont pas toujours de plan. Ils espèrent juste que, à force de parler ou de te dire, etc., tu pourras intégrer ces valeurs-là, sans toutefois t'expliquer le pourquoi du comment et sans toutefois tenir en compte qu'en face d'eux, il y a quand même des valeurs à l'européenne qui sont données de manière très active. Souvent, alors, cela va résulter justement au rejet de la culture minoritaire, c'est-à-dire souvent la culture africaine, et au fait que à la crise identitaire en fait de plusieurs personnes noires, que ce soit des femmes ou des hommes, au niveau de la communauté, qui ne vont pas se sentir attirés par la femme noire parce qu'ils ne se reconnaissent plus. En fait, ils s'identifient clairement à l'européenne parce qu'en fait, de manière tacite, c'est l'Europe qui l'a inculqué ces valeurs. C'est l'Européen, parce que c'est l'homme européen qui a créé les bases de sa société, le fonctionnement de sa société. Donc forcément, cet enfant-là a suivi cette éducation-là. Donc il ne se sent plus connecté aux valeurs africaines parce qu'on ne lui a pas transmise de manière active, de manière consciente, de manière éveillée. Donc aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est justement de pouvoir vous permettre de transmettre ces valeurs-là, de les comprendre, et de transmettre de manière éveillée à chacun de nos enfants nos valeurs, les valeurs qu'on a envie qu'ils aient. Il faut essayer d'équilibrer, c'est-à-dire équilibrer les valeurs africaines et les valeurs européennes pour l'enfant, pour qu'il ne se sente pas justement, qu'il ne se sente pas plus tiré vers les valeurs européennes et qu'il puisse en fait garder l'équilibre, c'est-à-dire acquérir les valeurs à l'Occident, tout en acquérant également les valeurs à l'africaine. C'est quoi l'éducation à l'africaine? L'éducation à l'africaine, en fait, c'est un ensemble de pratiques, de valeurs, de traditions
et de manières en fait de voir le monde qui vont tirer leurs sources dans la culture africaine en général. En gros, l'éducation à l'africaine, en fait, c'est le fait de vouloir transmettre les valeurs, les pratiques, les us, les coutumes de nos ancêtres, des personnes qui étaient là avant nous, à nos enfants. Selon le pays dans lequel tu seras, tu auras des valeurs qui vont primer sur d'autres. Mais en général, on est d'accord qu'il y a quand même des valeurs qui vont être un peu retrouvées sur tout le continent. Comme par exemple les valeurs de la communauté. En général, en Afrique, c'est souvent fréquent que nous vivons tous en communauté. Je veux dire, moi j'ai vécu avec mes grands-mères, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents dans la même maison, dans la même cour, même je veux dire les voisins, c'est pas des voisins, c'est limite ta famille. Quand tu dis mon voisin ou quand tu as grandi avec un enfant de quartier, c'est souvent vous partagez la même cour, vous jouez tous ensemble, il y a une très grande proximité entre les gens, entre les personnes du même quartier. Quand on dit en Afrique, ce n'est pas une seule personne qui éduque un enfant, c'est-à-dire que si ton enfant vient chez moi et qu'il agit mal, j'ai le droit de l'éduquer parce qu'en fait, on part du principe que nous partageons tous les mêmes valeurs, nous savons ce qui est correct à faire dans notre société et nous savons ce qui n'est pas correct. Donc la communauté, c'est vraiment quelque chose de très très grand. Il y a énormément d'enfants africains de ma génération qui étaient élevés par leurs grands-parents parce que c'était normalisé. Parce que quand on vit tous dans la même maison, la maman est au travail ou elle est aux études, donc souvent c'est le grand-parent qui va prendre la relève, etc., etc. Et c'est aussi parfois ça va être les oncles aussi, c'est aussi courant qu'un oncle, que voilà, tu as un enfant, tu le donnes à ta soeur, à ton frère, etc., pour que l'enfant puisse être élevé par ton frère parce qu'il a plus de moyens que toi. La communauté, la solidarité, la famille, etc., ça fait partie des valeurs qui sont intrinsèques un peu partout en Afrique. Une autre valeur, ça va être la valeur de la spiritualité. On sait qu'en Afrique, la spiritualité est très très importante. Nous sommes un peuple très spirituel. Donc c'est rare de voir des personnes athées en Afrique. Peut-être de nos jours ça pourrait être de plus en plus fréquent, mais de base c'est très rare. Enfin, à contrario de l'Europe où on va trouver plus des personnes laïques, des personnes athées, des personnes qui vont avoir un esprit un peu plus scientifique, qui vont dire qui n'ont pas spécialement besoin de cette spiritualité-là. Partout sur le continent africain, on a également comme valeur le respect des aînés. Un aîné, comme je l'ai dit précédemment, tu ne peux pas l'appeler par son prénom directement. Tu vas vouloir l'appeler par voilà, Fofo, Yaya, tonton, tata, tati. En gros, tu vas toujours mettre un préfixe de respect et pour signifier en fait que la personne est ton aîné avant de dire son prénom. Aussi, ne pas répondre à un aîné, ne pas devoir créer la discussion. Tandis qu'en Europe, il va y avoir en fait l'esprit critique. On va encourager justement que l'enfant développe un esprit critique, ne doit pas tout le temps accepter sans toutefois remettre en question. Même à l'école, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée quand je suis arrivée ici. C'était qu'on avait le droit de remettre en question, de questionner en fait le professeur, tandis qu'en Afrique, c'est pas quelque chose de très... En tout cas, à mon époque, hein, je veux dire, j'ai quitté l'Afrique. Je n'habite plus là depuis plus de 20 ans. Donc, je peux comprendre que les choses ont évolué. Mais en tout cas, à mon époque, quand j'ai fréquenté, on ne pouvait pas questionner le professeur ou remettre en question son autorité, sa parole, etc. On a aussi comme valeur intéressante un peu partout en Afrique, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu passes par les difficultés, c'est rare que les gens se disent « Ah, je ne vois plus le bout ». Ces valeurs-là, elle est un peu raccrochée à la spiritualité de par le fait que tu es spirituel. Tu crois toujours que Dieu, il te veut du bien. Donc forcément, la période dans laquelle tu passes, c'est juste un test pour pouvoir te poser pour te donner un meilleur plus tard ou t'endurcir pour une meilleure vie plus tard. Donc en gros la résilience va t'aider, c'est toujours le principe de dire que tu passes en fait les difficultés de la vie avec positivité, avec espoir. C'est d'avoir l'espoir que des jours meilleurs vont arriver. Tandis qu'ici en Europe, la résilience est quelque chose de moins acceptable. Je veux dire, il y a beaucoup de dépression. Voilà, quand tu as l'impression que tu ne vois plus le bout du tunnel, tu es dans la dépression, tu n'es pas bien, etc. De par le fait que parfois tu n'es pas spirituel. Quand il n'y a pas le manque de spiritualité, ça te pousse justement à ne pas te dire que j'ai un être au-dessus de moi qui veille sur moi, qui va m'aider à aller mieux. Tu vois, là, quand tu es dans une impasse ou dans une période difficile,
c'est compliqué en tant que non-croyant de passer parce que tu te dis, mais il n'y a que moi en fait, il n'y a rien. Donc là, si je suis dans la difficulté, je peux compter que sur moi. Et quand tu te sens faible et que tu as l'impression que tu n'es pas capable, donc ça mène souvent voilà, à ce qu'on connaît, le S. Les valeurs également du respect de la nature. Je veux dire, de base, en Afrique, on respecte énormément la nature. Au niveau de la construction des maisons, c'est souvent des matériaux biodégradables qu'on utilisait. Des matériaux qu'on prenait dans la nature et qu'on savait que la nature pourrait recycler au moment venu. Également, même pour nos vêtements, la plupart des tenues traditionnelles, vraiment la vraie tradition africaine, sont des tenues qui vont être à base justement d'éléments très peu transformés, d'éléments qui vont permettre en fait justement leur dégradation assez rapide dans la nature, assez facile dans la nature. Même sans toutefois penser à la religion, même la manière dont on va tuer l'animal, ça va souvent se faire dans des rites en fait. On va, entre guillemets, faire des prières pour pouvoir... pour ça en fait, pour tuer l'animal. Et bien sûr, la liste que je viens de citer est non exhaustive. Il y a énormément de valeurs qu'on va retrouver communes en fait dans toute l'Afrique. Une fois qu'on connaît ces valeurs, maintenant, comment les transmettre à nos enfants? Une des premières solutions, selon moi, c'est d'abord en tant que parent de se connaître, ok? De faire un travail d'introspection. Quelles sont les valeurs que j'ai envie de transmettre aux enfants? Quelles sont les valeurs que j'aimerais qu'ils aient? Quelles sont les valeurs selon moi, qui sont importantes pour leur croissance, pour leur épanouissement, dans les valeurs africaines que j'ai. Et ensuite, une fois que tu sais que voilà les valeurs que je vais leur transmettre, te poser la question, est-ce que je suis en congruence avec ces accords? C'est-à-dire, congruence. C'est-à-dire que, est-ce que les valeurs que je veux qu'ils aient, est-ce que moi-même, dans mon comportement, dans mon comportement, je donne l'exemple de ces valeurs-là. C'est-à-dire, toi, tu ne veux pas que tes enfants te parlent mal. Tu veux qu'ils aient le respect de l'aîné. Est-ce que quand toi, tu parles à tes parents, est-ce que tu es respectueux? Est-ce que quand tu parles à ta mère, à ton père, est-ce que tu es respectueux? Est-ce que tes enfants peuvent dire, oui, papa, maman, respecte papi et mamie? Déjà ça. Également, le mensonge. Est-ce que tes enfants, quand il y a des oncles et tout qui viennent à la maison, est-ce que tes enfants, tu mens devant eux? Est-ce qu'ils te voient mentir? Toi, tu ne veux pas qu'ils mentent. Est-ce qu'ils voient? Également, est-ce que tu veux leur transmettre, par exemple, la communauté, l'entraide? Est-ce que tu peux leur montrer que dans la famille, quand on a besoin de toi, est-ce que tu es quelqu'un qui aide? Est-ce que tu montres que tu aides? Donc, la première des choses, c'est de travailler sur soi-même. Parce que les enfants sont ultra sensibles à ça, de savoir ce que papa, maman me dit, est-ce qu'elle-même, elle incarne cela? Te pose la question, est-ce que moi, je suis une représentation réaliste de ces valeurs? Est-ce que c'est réaliste de ma part de demander ça à mes enfants? Parce que moi aussi, je sais que je suis capable de le faire et je le fais, je suis un exemple parlant de ces valeurs-là. Une fois que pour toi, oui, je suis en accord avec ça, je suis un exemple parlant, je fais de mon mieux pour l'être en tout cas. La deuxième étape sera maintenant de sélectionner selon l'âge de ton enfant. Je veux dire, un enfant de 2 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 16 ans, tu ne vas pas leur transmettre les mêmes valeurs. Parce que un enfant de 2 ans ne va pas affronter les mêmes obstacles ou les mêmes difficultés dans la vie qu'un enfant de 10 ans. Donc, tu vas te dire, voilà, pour mon enfant de 10 ans, j'aimerais lui transmettre, par exemple, l'importance de la communauté. J'aimerais bien que les autres, ses frères et sœurs, parce qu'il est grand frère de son petit frère de 5 ans, j'aimerais bien qu'il apprenne à vivre en communauté avec eux, à s'entraider dans la communauté avec ses petits frères et sœurs, d'être déjà, à se protéger les uns les autres, à vraiment créer le cocon ensemble. Une fois que tu as sélectionné les valeurs que tu veux transmettre à chacun de tes enfants ou à ton enfant, maintenant il faut savoir comment les lui transmettre. Comment les lui transmettre. Et pour le comment, ça dépend aussi de l'âge. C'est tout à fait, voilà. Tu as des enfants de 2 ans, de petits, de 3 ans, 4 ans, tu vas par exemple leur transmettre par le jeu, par des jeux de rôle. Tu peux faire par exemple des jeux avec des poupées. Oh, cette poupée, elle a fait ça. Est-ce que c'est gentil de faire ça? Non, oui, etc. Donc ça peut aussi être par des petits contes.
Tu vas lui dire, ah, tu sais, un jour, il y avait un petit rat, une petite souris qui est venu, il a mangé de machin. Et après, l'autre, il a... Bon, en gros, tu peux inventer. En plus, aujourd'hui, avec ChatGPT, tu écris juste le sujet, je vais dire, l'IA peut aider dans tous les domaines de nos jours. Avec l'IA, pour moi, tu peux créer des petites comptines pour pouvoir expliquer à ton enfant, par exemple, l'importance de la gentillesse. Tu peux taper sur ChatGPT, créer une comptine de 4 lignes pour mon enfant, adapté à l'âge, pour lui dire, voilà, j'aimerais que l'enfant connaisse la gentillesse. Et toi, tu peux aussi l'adapter par rapport... à ton contexte familial pour que l'enfant puisse vraiment bien comprendre. Pourquoi? Parce que ça fait partie des méthodes de transmission qu'on avait, c'est-à-dire le chant, les comptines, le conte. Parce que je me rappelle à l'époque, ma grand-mère par exemple, elle me racontait, tous les soirs j'adorais ça, oh mon Dieu. Je me rappelle, elle faisait ce qu'on appelait les rosses. Elle faisait les rosses, c'était des petites friandises. Et on s'asseyait tous autour d'elle comme ça là. Et elle nous racontait des histoires avec des chants. C'était vraiment des moments de... En fait, tu te rends pas compte, si, parce que tu es quand même heureux en tant qu'enfant quand tu vis ces moments-là. Tu as hâte en fait d'arriver à ces soirées-là quand le grand-parent, c'est ma grand-mère qui le faisait, qui s'asseyait comme ça. On était tous assis par terre autour d'elle et qu'elle nous racontait des contes et qu'elle chantait et qu'elle racontait, etc. Ça nous faisait très plaisir. Et donc, vous pouvez aussi créer ces moments familiaux justement du père ou de la mère qui va sur ChatGPT choisir les histoires qu'il a envie selon la morale qu'il a envie d'enseigner à ses enfants et de devoir les chanter, les raconter, etc. C'est quelque chose, pour moi, c'est ça que j'appelle une éducation active, entrer de manière active dans l'éducation de ses enfants, parce qu'en tant que parent, c'est ça le contrat. Quand tu dis je suis parent, je veux éduquer mon enfant en priorité. Pour moi, l'éducation prioritaire, c'est le parent. Raison pour laquelle moi, pendant les 3 premières années de chacun de mes enfants, je reste à la maison avec eux pour travailler à leur éducation primaire. L'éducation secondaire, ça va être l'extérieur, secondaire, l'école, après tertiaire, tu auras, soit le travail, soit les amis, etc., etc. Donc, en tout cas, l'éducation primaire doit se faire à la maison. Tu peux aussi transmettre par des livres, parce qu'il y a énormément de livres. Par exemple, tu veux transmettre la valeur de la spiritualité. Tu peux commencer à aider tes enfants à lire le pourquoi il est important de croire en Dieu, de croire, d'avoir une spiritualité, d'être reconnecté. Pourquoi c'est important. Donc tu peux suggérer des livres, par exemple un enfant de 15, 16, 17 ans, tu peux lui suggérer des lectures, tu peux lui dire, ah ben tiens, ce serait intéressant de lire ce livre-là. Et c'est quelque chose que tu dois être en corrélation, en congruence avec ce que tu dis. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à ton enfant, lis, tandis que toi tu ne lis jamais, il ne va pas vouloir lire. Tandis que si parfois tu te mets même à lire avec lui, tu lui dis, bon, et qu'on se donne 30 minutes chacun, moi je lis ça, tu me fais le résumé de ce que tu as lu, je fais le résumé de ce que j'ai lu. Ça peut être un deal. On se dit tous les vendredis, chacun lit et chacun se raconte ce qu'il a lu dans son livre. Ça peut être aussi des moments, c'est créer vraiment une ambiance familiale forte. Ça va permettre en fait de pouvoir justement faire peser nos valeurs sur la balance. Parce qu'à l'école, il y a réellement un plan. L'école suit l'enseignement qu'il te donne. Il veut être sûr que ce qu'il t'a appris, tu es capable de l'intégrer. Donc, il faut aussi qu'à la maison, il y ait ce système d'évaluation également. Donc, une fois que tu as transmis à tes enfants les valeurs que tu as envie avec des méthodologies adaptées à leur âge, ce que tu dois passer maintenant, c'est évaluer. Parce que bien sûr, tout se fait. Tu ne peux pas enseigner quelque chose sans toutefois trouver un moyen d'évaluer si cette chose fonctionne. Donc, c'est important, cette phase d'évaluation. L'évaluation peut se faire comment? Selon moi, par plusieurs petits tests. Tu peux par exemple faire tes petits jeux de rôle. Voilà, un exemple. Quelqu'un tape ton petit frère à côté de toi. D'un côté, tu le dis, la violence n'est pas bonne. Ok? Mais en même temps, la personne, elle a tapé quelqu'un de ta communauté. Et là, tu te dis, tu apprends les enfants à se protéger, à protéger leur communauté. Donc, lui, quelqu'un qui a tapé, en fait, tu peux essayer de créer des situations. Donc, qu'est-ce qui est bien? Est-ce que tu dois taper en retour? Qu'est-ce que toi, tu fais dans cette situation-là? Voilà, tu peux créer comme ça. Qu'est-ce que tu fais? On a tapé ton frère et ton frère est en train de pleurer. Le monsieur là en face de toi, tu sais que tu peux le taper ou tu as la possibilité de te défendre. Tu fais quoi?
Est-ce que tu le tapes en retour? Est-ce que tu lui dis que ce qu'il a fait n'est pas bien? Comment tu vas gérer la situation? La réponse, en fait, dépendra des valeurs que vous voulez inculquer à vos enfants et de la priorité des valeurs. Je vais dire, il y a des enfants, des parents, pour eux, la violence est inadmissible, il ne faut jamais être violent. Donc, pour eux, la non-violence est plus importante. Donc, là, tu ne peux pas rendre à la personne qui a tapé ton enfant. La chose que tu dois lui dire, c'est de lui expliquer que la prochaine fois, ou appeler quelqu'un, la police, etc., pour pouvoir agir. D'autres personnes vont te dire, non, dans la vie, il faut être... d'autres personnes voudront dire à leurs enfants, ne réagis pas parce que Dieu va le punir. Ça va être ça, Dieu le punira, etc. Donc, ne détruis pas, ne détruis pas, entre guillemets, ton karma pour pouvoir agir parce que la violence n'est pas bonne. Laisse-le passer, la vie le punira. Et d'autres personnes vont dire, tu le tapes. Pourquoi? Parce que la communauté elle est importante. Il ne faut jamais laisser qui que ce soit venir faire du mal à ta communauté. Toi, ton but, c'est de protéger. Tu es le protecteur de ton petit frère. Donc, au niveau de la communauté, quelqu'un qui n'est pas de la communauté, qui arrive, qui vous fait du mal, vous vous défendez. Ok? Donc, chacun des parents, selon les valeurs qu'il aura envie de transmettre à son enfant, va voir si son enfant a compris et expliquer. Selon la manière dont l'enfant va réagir à la situation, il faudra qu'il explique pourquoi. Il va te dire, parce que mon petit frère, c'est mon sang, personne ne doit faire du mal à mon sang, etc. C'est ma tribu, c'est mon rôle de grand frère de le protéger. Comme ça, je sais que la prochaine fois qu'il aura envie d'essayer, il saura. Ou alors, un autre truc, c'est de dire, parce que la violence n'est pas du tout bien. Et en plus, ça pourrait escalader. Si je le frappe en retour, ça pourrait également escalader. Et ça pourrait atteindre des proportions que je n'avais pas maîtrisées de base. Ça peut aussi être ça. Et donc, de dire à l'enfant, oui, je pourrais appeler la police ou alors je pourrais m'éloigner et laisser la personne partir avec le karma. Et l'autre solution, enfin voilà, selon la solution selon les valeurs, vous allez comprendre en fait en testant comme ça votre enfant, voir quelles valeurs et surtout il faut qu'il comprenne le pourquoi. Pourquoi? Pour moi, c'est important. Quand tu fais quelque chose, tu dois toujours savoir pourquoi. Le cerveau humain, quand il n'a pas un pourquoi, il a du mal à être consistant sur la longueur. Voyez? C'est comme là, je sais pourquoi j'ai envie de faire ce podcast. Pourquoi? Parce que j'ai envie de m'éduquer pour aider mes enfants. Si vous constatez que l'enfant n'a pas compris le pourquoi ou n'a pas acquis, en fait, il faut simplement lui réexpliquer dans l'amour, dans la patience, parce que c'est un long chemin. Donc, il faut lui réexpliquer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de dur. Faut pas rendre ça. On peut lui réexpliquer selon son âge, par le jeu, par des jeux de rôle, par des livres. On peut lui conseiller des livres. On peut même acheter des livres qu'on lui lit pour pouvoir lui comprendre. Parfois, le fait d'extérioriser la situation, le cadre, permet parfois mieux de s'identifier à l'un des personnages d'une histoire, etc. Réexpliquer. Une fois que l'enfant n'a pas compris, donc réexpliquer et ensuite réévaluer, bien sûr. Une fois que l'enfant a compris, pour moi, c'est important de féliciter et de récompenser. Récompenser, ça peut être par exemple créer des rituels. Des rituels de dire, voilà l'enfant, voici les valeurs que je voulais te dire. Maintenant, tu peux accéder à tel grade. Ce grade-là te permettra d'avoir tel avantage à la maison. Parce que là, tu te comportes comme un aîné, tu te comportes comme quelqu'un de responsable. Ta responsabilité te donne droit, t'ouvre cet avantage dans la maison. Tu auras droit, par exemple, à 2 morceaux de poulet au lieu de 1. Tu auras droit, par exemple, à rentrer 1 heure plus tard que prévu. Tu auras droit, parce que là, je vois que je peux te faire confiance. Tu es responsable. Tu as appris les valeurs que je veux t'inculquer. Donc là, maintenant, important de récompenser. Ok? Et de féliciter, de voir que l'enfant, ne pas dire ouais c'est bon il a acquis, c'est normal, non, vraiment d'insister, de dire à l'enfant, de féliciter. Avec les enfants c'est vraiment important. L'éducation et l'inculcation des valeurs traditionnelles, c'est quelque chose qui doit devenir un travail actif. Ça ne doit pas être en fait le fruit du hasard. Si on a de la chance, l'enfant se sentira africain, se revendiquera africain, parce que ici le dehors, dans la société dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire en Occident, l'éducation c'est quelque chose qui a été planifié, c'est quelque chose qui a été étudié, on sait pourquoi on veut que l'enfant apprenne ça. Il y a un but
Si tu n'as pas de plan, vraiment, si tu n'as pas des plans, tu vas devoir commencer à servir le plan des autres, en fait. Tu vas servir le plan des autres. Mieux vaut avoir toi-même ton propre plan. Et pour moi, en faisant ce type d'éducation, éducation active, le plus tôt possible, ça pourra créer, en fait, l'équilibre. Parce qu'à l'extérieur, par exemple, hein, moi, mon but, c'est par exemple d'éviter les genres d'excuses comme que j'entends parfois, c'est de dire je ne m'identifie pas à la communauté afro alors que tu es afro, tu es noir, voilà, bien foncé comme moi, mais tu ne t'identifies pas à la communauté parce que j'ai grandi dans un milieu où la majorité des gens étaient des personnes blanches, des personnes caucasiennes. C'est la raison pour laquelle voilà, j'ai grandi dans une école privée, une école dans laquelle il n'y avait aucun noir, etc. Donc je vais me dire, mais tes parents, si tes parents font le boulot, voilà, je vais donner un exemple. Imaginez, parce que moi, ces gens-là qui trouvent ce genre d'excuses, c'est un peu comme si tu es végétarienne, tu es végane. La majorité des restaurants, on est d'accord, c'est pas des restaurants végétariens, la majorité des restaurants en Occident servent de la viande. Voilà, il faut vraiment chercher, fouiller pour pouvoir aller dans les restaurants qui ne servent pas de la viande. Mais la majorité des restaurants, surtout que toi, tu sais que tu n'as pas envie de manger de la viande pour X, Y raison. Donc, toi, tu vas dans un restaurant, comment dire, un restaurant classique, il n'y a pas de menu végétarien. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu dis, je vais manger de la viande parce que dans ce restaurant-là, oui, en fait, j'ai décidé de manger de la viande parce que la plupart des restaurants ne donnent pas des menus végétariens. Ou parce que tu es convaincu, parce qu'une fois que tu es convaincu pourquoi tu es végétarien, tu ne vas pas abandonner tes valeurs aussi rapidement parce que sur un menu, il n'y a pas un menu végétarien. Soit tu vas dire au serveur, servez-moi un steak frites sans le steak, ok? Soit tu vas trouver des alternatives toi-même. Parce que quoi? Parce que tu sais le pourquoi tu agis. Ou alors, tu vas simplement changer de restaurant, tout simplement, de dire, bon, je vais chercher ailleurs, etc. Ou alors, tu vas te dire, comment dire, tu vas laisser tes amis manger, ne pas manger, juste boire un verre et dire qu'à la maison, tu cuisineras. En gros, tu vas essayer de trouver d'autres alternatives qui vont te permettre, en fait, de pouvoir rester fidèle à ce que tu es, à tes racines. Donc, ces gens-là qui te disent, oui, en fait, je ne me sens pas africain ou je ne me sens pas attiré par les femmes africaines parce que j'ai baigné dans un milieu européen, caucasien, je veux dire à un moment donné, si les parents, ils ont fait leur travail de te reconnecter à toi, à la maison, de te reconnecter à tes valeurs africaines, de te dire, ça c'est important, il faut ça. Si on commence dès à présent à éduquer de manière active nos enfants, ces problèmes-là ne se poseront plus. Quelqu'un qui se connaît n'aura pas besoin de se déconstruire après. Quelqu'un qui se connaît, qui sait pourquoi il agit, ne trahit pas ses valeurs facilement, ne trahit pas sa communauté facilement, parce qu'on lui a appris à respecter les valeurs de la communauté. Il ne va pas trahir sa communauté aussi facilement. On ne pourra pas passer par lui pour atteindre des leaders plus tard. On ne pourra pas, parce qu'il sera éduqué à comprendre le pourquoi du comment. Comme je vous ai dit au début du podcast, moi je suis juste je suis à l'aube de mon éducation également. C'est vrai que de manière intuitive, il y a des choses que j'ai pu mettre en place juste simplement de manière intuitive. Mais maintenant, je ne veux plus que ce soit juste de l'intuition. Je veux que ce soit de la conscience. Je veux que ce soit de manière éveillée, de manière consciente que j'agis. Plus que ce soit le fruit du hasard, si j'ai envie que mon enfant ait telle valeur. Je veux comprendre pourquoi je veux qu'il ait cette valeur-là. Je veux comprendre pourquoi. Je veux qu'il comprenne également pourquoi il devrait avoir cette valeur-là, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne des dictateurs. Hein. Tout cela se fait en collaboration avec l'enfant. Et surtout pour moi, l'éducation, il faut réellement expliquer. C'est vraiment important que l'enfant soit votre collaborateur. Vous devez travailler en collaboration pour que ce soit de manière, ça soit plus efficace, plus efficiente. Que l'enfant comprenne réellement le pourquoi du comment je dois agir. Ça ne doit pas être quelque chose pour moi d'imposer, de dire toi tu fais ça, toi c'est ça, en voulant imposer à tout prix sans toutefois essayer de faire comprendre. Déjà c'est preuve de faiblesse, c'est faire preuve de faiblesse également. Ça va pousser en fait à la rébellion.
Donc, c'est tout pour moi pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. C'est le premier épisode. Là, je prépare un deuxième épisode sur l'importance des représentations. Franchement, si vous avez l'impression qu'il y a des choses que je n'ai pas pu dire ou des exemples de ce que vous faites déjà en famille, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je veux vraiment que cette plateforme soit une plateforme d'entraide. Et donc, si vous voulez également compléter les informations que j'ai données ici aujourd'hui, n'hésitez pas. Je suis vraiment friand de toute suggestion d'amélioration tant que c'est fait dans la bienveillance et dans le respect. Et surtout, n'oubliez pas de transmettre l'éveil en héritage à vos enfants.